Bonsoir d'abord. Merci à quelques visages que je reconnais et à des nouveaux qui nous ont rejoints. Nous allons achever ces grandes rencontres avec le dernier invité que nous allons recevoir. Et j'ai trouvé une formule pour le qualifier. Au début, je la trouvais un peu exagérée, puis en y réfléchissant bien, il mérite le terme que j'ai trouvé. C'est un trésor national. Et je vous explique pourquoi. Il ne s'agit pas d'une expression exagérée ni flatteuse. C'est uniquement une vérité. Car, en regardant, personne en France n'a vécu les 60 dernières années de la vie de notre pays et du monde entier de manière directe comme reporter sur place, ou bien appartenant à une rédaction, pouvant interroger les responsables, c'est-à-dire personne d'autre en France que Jean-François Kahn n'a vécu de manière précise et comme témoin tout ce qui est passé dans le monde depuis 60 ans. Et donc, ça s'appelle un trésor national. Et depuis le début des années 60, il a commencé comme reporter dans la dernière année de la guerre d'Algérie, en 1961, ça nous fait donc exactement 61 ans. Et depuis, sans interruption, il a connu toutes les terres et les terrains de conflit, sans exception, à un poste ou à un autre. Et il en a commandé les causes et les effets. Et puis, il y a une deuxième raison pour ça, c'est que personne en France, aucun journaliste, n'a traversé autant de rédactions que Jean-François Kahn. Tour à tour, il a été mis à la porte, mis de côté, lui est parti, il a fait 17 rédactions pendant sa vie de journaliste, pour garder sa liberté. Parce qu'à un moment ou à un autre, il avait un différend d'un côté ou de l'autre avec le patron de la rédaction de l'époque. Et ça, c'est un gage de liberté qu'aucun autre journaliste en France, à ma connaissance, ne possède. Et donc, quand on est le seul témoin, et qu'on a montré sa liberté pendant 60 ans de sa vie comme journaliste, je pense que le mot que je lui ai collé n'est pas immérité. Moi, je vous ai juste vous expliquer pourquoi et qu'il y a de bonnes raisons à dire ça. Alors, juste un mot avant de le faire venir. Il a traversé tellement de rédactions et c'était devenu tellement difficile pour lui de trouver de la... C'est pas le talent qui lui manquait, hein, parce qu'il y a toujours eu une très forte audience pour Jean-François Kahn, où qu'il soit, dans quelque rédaction qu'il soit. C'était tellement difficile qu'il n'y avait qu'une solution, c'est de créer lui-même des journaux. Et il a créé 2 journaux, donc 2 hebdomadaires, l'événement du jeudi d'abord et Marianne qui continue de paraître. Voilà ce que je voulais vous dire avant de le recevoir. Merci. Merci d'être là. On vous fera pas... Si j'étais pas là, vous seriez emmerdé. Ça, c'est vrai. Pas que moi. Pas que moi. Tous les gens qui sont là. Et en plus, j'ai des mérites, comme vous le savez. Bah, il nous a raconté son aventure. Il a eu tous les ennuis du monde pour venir jusqu'ici. Paris était bloqué, etc. Le grand marathon de Paris, toutes les rues bloquées. Il a été obligé de courir, de sauter dans des métros. Voilà, c'est le marathon de Paris, à Paris. Alors, je peux vous dire, c'est quelque chose. Et donc, voilà, il est arrivé vivant, il a juste perdu son manteau qu'on va récupérer. Mais donc, tout s'est finalement bien passé. Merci d'être avec nous, en tout cas. C'est moi qui vous remercie de notre accueil. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit que vous étiez un trésor national, j'ai expliqué pourquoi. C'est-à-dire que vous êtes la personne, en France actuellement, qui a le tout connu depuis 61 ans exactement. C'est-à-dire que vous avez été témoin à chaque fois, ou commentateur, ou proche, en tout cas, de tout ce qui s'est passé dans le monde depuis 61 ans, et vous êtes seul dans cette catégorie-là. Et deuxièmement, j'ai rappelé le nom de quelques rédactions que vous avez traversées, plus ou moins vite, et que les choses étant ce qu'elles sont, comme disait un célèbre Français, les choses étant ce qu'elles sont, vous avez été obligé, pour garder votre ligne et votre liberté, de créer
2 hebdomadaires, dont l'un continue de paraître en ce moment. Voilà ce que j'ai dit, et j'ai dit qu'à ce titre-là, vous étiez un trésor national. Ça vous déplaît pas? Ça vous déplaît pas? Vous ne trouvez pas que c'est exagéré? Faut pas trop le dire, parce que les trésors, ça se vole. Après, ça provoque des cambriolages. Donc vous craignez un enlèvement. Bon, donc merci beaucoup d'être là. Je voulais juste qu'on revienne sur l'affaire de plus anciens témoins, depuis votre carte de journaliste à 20 ans. Vous avez commencé à avoir une mémoire de ce qui se passe en France qui est plus ancienne que 61 ans. Parce que vous avez connu une France qui n'était pas celle d'aujourd'hui quand vous étiez enfant, enfin, tout jeune adolescent. Parce que, oui, c'est vrai que pratiquement depuis plus de 60 ans, le hasard, hein, tout ce qui s'est passé en France et à l'étranger, qui ont modelé le monde dans lequel on vit, pour le meilleur et pour le pire, je l'ai vécu de l'intérieur. Je dois être un des rares mecs vivants, il y a d'autres qui l'ont vécu, mais qui ont vécu ces événements. Mais en plus, je suis né avant-guerre. Ça a l'air, c'est fondamental, je crois. D'abord parce que du coup, on a connu l'occupation, la guerre, mais parce que en 1943, mes parents m'ont caché dans un village d'Indre-et-Loire qui s'appelait le Petit Pressigny, et j'ai connu la France du XVIIe siècle. Cette France n'avait absolument pas changé depuis le XVIIe siècle. Et au fond, ce que j'ai peut-être vécu depuis Louis XIV, vous croyez? De plus considérable, c'est je l'ai vu passer du XVIIe siècle au XXe siècle en 20 ans. Je me souviendrai toujours, j'habitais dans une maison, dans ce village, et il n'y avait pas l'électricité. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était que l'électricité, qu'il pouvait y avoir de l'électricité. On avait une lampe à pétrole. Pour moi, c'est ça l'éclairage, c'était les lampes à pétrole. Et un jour, et alors, il y avait une pièce unique, et au-dessus de la salle à manger, beaucoup d'entre vous ont dû connaître ça, il y avait cet appareil omniprésent qui s'appelait un tue-mouche. Ah bah bien sûr. Un rouleau, c'est ça. Un rouleau à tue-mouche. Un rouleau tue-mouche, oui. Parce que moi j'ai vu ça aussi. La mouche est un animal extrêmement con qui depuis le temps ne se sont même pas passé le message à savoir qu'il fallait pas aller s'aventurer dans les tue-mouches. Donc il continue. Et un jour, il y a 2 personnes qui arrivent, ils enlèvent le tue-mouche. J'étais surpris pour qu'on enlève le tue-mouche. Ils mettent un fil. Mais au bout du fil, ils mettent quelque chose, je croyais que c'était une ventouse. Parce qu'en plus, quand on était enrhumé, on avait un rhume, on vous mettait une ventouse. Ou des cataplasmes. Oui, bien sûr. J'ai dit, mais pourquoi on met une ventouse au bout d'un fil? Bon, puis tout à coup, ils appuient sur un bouton et paf, ça s'allume. C'était une ampoule. Mais vous n'imaginez pas, c'était une petite ampoule. Je suis sûr que c'était une petite lumière blafarde, faible. Mais pour moi, c'était une illumination incroyable. Et en plus, je ne comprenais pas. Mais j'ai dit, d'où ça vient? Mais comment c'est possible? Où ils ont été le chercher? Pourquoi ils l'ont mis dans un fil? C'était quelque chose d'inouï tout à coup. Pourquoi ça s'allume? Je ne comprenais pas. C'est quelque chose d'incroyablement fort. Et quelques années après, alors là, c'était après-guerre, mes parents avaient un ami ingénieur qui avait, ça existe aux États-Unis, fabriqué une des premières télévisions. La télévision n'était pas encore répandue en France, hein. Mais c'est une des premières télévisions. C'était un appareil très lourd avec un écran, etc. Bon, et là, c'est pareil. Il fait marcher. Et tout à coup, il y a des gens qui se mettent à gesticuler sur l'écran, à parler sur l'écran. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé tout de suite en face, parce que je croyais que c'est le reflet de ce qui se passait dans l'appartement d'en face. Il n'y avait rien en face. Il y avait pas de... Je dis, mais comment c'est possible? Il y a des gens là qui parlent, qui gesticulent, etc. D'où ils viennent? C'est pas des gens d'en face. Mais c'était quelque chose d'ahurissant de le vivre. Quand je suis rentré chez moi, j'ai raconté ça à mes parents, mais c'est comme si j'avais vu la Vierge de Fatima. C'était un miracle. J'avais été témoin d'un miracle. Donc,
Et tout ça, avoir vécu ça, avec le fait, c'était les charrues, on labourait avec des chevaux, une charrue, il y avait les bœufs, les charrettes avec les bœufs. D'ailleurs, je me suis chaud posé la question, où qu'est-ce qu'ils sont devenus les bœufs? Il y avait plein de bœufs à l'époque, mais il n'y a plus de bœufs. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est une enquête à mener. Il y a un génocide de bœufs. Bon voilà, avoir vécu cette transformation. Ça donne une amplitude plus importante encore. Ça, avoir vécu. Et la guerre. Moi, aujourd'hui, il y a une vision forcément un peu binaire, un peu simpliste de la guerre. Mais je suis certain que si les gens enquêtaient sur leur famille pendant la guerre. Moi, si vous voulez que je vous dise 2 mots là-dessus, je ne suis pas un cas unique du tout. Toutes les contradictions de cette époque, et entre parenthèses, dont on voit les conséquences encore aujourd'hui. On le voit bien avec la polémique sur le pétinisme, par exemple, qui a ressurgi de façon incroyable. Toutes les contradictions de la guerre sont passées à travers les familles. Moi, j'avais un père, mon père, il s'est rallié dès 40. Je ne sais pas comment il a su, il n'a pas entendu, mais il a su qu'il y avait le discours du 10 juin. Et il a voulu regagner Londres, tout de suite. Et il a été dénoncé par son colonel et arrêté, mais par les Français, pas vu en Allemand. Ils l'ont emmené à Argelès, où il y avait un camp, il était emprisonné à Argelès. Donc ça, c'est un cas, bon, c'est bien, c'est carré. Il avait son père. Son père était de la partie de ma famille qui était d'ascendance juive. Étoile jaune, portait l'étoile jaune. Et il le subissait, il avait fait Verdun. Vous n'imaginez pas comment, l'humiliation, c'était bon. Et naturellement, même s'il avait été un peu pétiniste au début parce que c'était Verdun, il était extrêmement contre ce régime qui lui portait l'étoile jaune. Mais quand mon père, ensuite, est rentré dans la résistance active, armée, il a dit, je ne veux pas que tu viennes me voir, je ne veux pas un fils qui collabore avec des bandits. C'était les résistants pour lui. Les bandits, les résistants, c'est les bandits. Et pourtant, il avait l'étoile jaune. C'est-à-dire que c'est un grand bourgeois. Pour lui, c'était impossible. On pouvait pas. Et j'avais une grand-mère qui était d'origine juive, pardon, pas du tout, suisse-allemande. C'était la mère de ma mère. Et je ne l'ai jamais connue. Et savez-vous pourquoi je ne l'ai jamais connue? Parce qu'elle n'a pas voulu me connaître. Son petit-fils, ni moi, ni mes frères. Et pourquoi elle n'a pas voulu nous connaître? Eh bien, parce qu'on avait un nom juif. C'est-à-dire qu'elle était engagée du côté des fascistes, c'était son engagement à elle. Elle était tellement raciste et antisémite qu'elle n'a pas voulu connaître ses petits-enfants parce qu'ils avaient un nom juif. Et pendant la guerre, elle a collaboré. C'était ses opinions. Et elle a été la maîtresse d'un officier allemand. En 1944, après août 1944, libération de Paris, les résistants savaient où elle était, ils viennent. Au mieux pour la tondre, à mon avis, peut-être pour la fusiller sur place. Elle avait fui la veille. Elle avait mis ses bijoux, de l'argent, tout ce qu'elle avait dans une valise, et elle avait suivi son amant allemand dans la retraite des Allemands. Et au cours de la retraite, son Allemand la tue d'une balle dans la tête pour lui voler sa valise. Mais ça a quoi comme conséquence? C'est inimaginable. C'est que j'allais avoir une grand-mère fusillée pour collaboration, et tout à coup, j'ai une grand-mère assassinée par les nazis. Et je me souviendrai toujours, en 1946, 1947, des gendarmes demandant de voir ma mère. Madame, on a une nouvelle, soyez courageuse. Quoi? Votre mère? Quoi? Il lui est arrivé quelque chose? Oui. Quoi? Elle a été tuée. Elle est morte. Elle est morte pourquoi? Elle a été assassinée. Par qui? Me dit ma mère. Par les Allemands. Et ma mère a ce cri du cœur que j'oublierai jamais. Ah, je préfère. Ben voilà. Je veux dire, avoir vécu les contradictions qu'il y a dans
voilà, dans toutes les familles de France, finalement, parce Ouais. que, alors, c'est un cas extrême, évidemment, tout le monde n'a pas vécu ça dans sa famille, mais sûrement que chaque famille en France a été à un moment ou à l'autre. Alors quelquefois on ne veut pas savoir. Oui, oui. Mais Il y si a beaucoup on de fouille, silence. Il y a beaucoup de silence. si on etc. fouille, il y a des Mais contradictions. C'est juste pour dire combien la guerre est beaucoup plus complexe qu'on croit. Voilà. Comme toute guerre. Comme toute guerre. Comme toute guerre. Alors, c'est lire les mémoires lire les mémoires de Jean-François Kahn, c'est quelque chose. Donc, le 2e tome vient de sortir il y a une semaine. Et donc, il y a déjà 2 tomes, il y en aura un 3e. C'est bien ça? Un 3e. Et j'ai commencé juste par cette histoire d'avant-guerre pour qu'on voit que la mémoire, l'importance de la mémoire, et que ça commence dès la toute petite enfance. Tout ça s'imprime et fait que les mémoires de Jean-François Kahn, ça commence quasiment bien avant qu'il soit journaliste, c'est-à-dire que ça nous reporte il y a 70, 75 ans. Voilà. Et est-ce que les 2 tomes de mémoire qu'on a déjà à lire, ce sont des mémoires uniquement sur les affaires politiques, sociales de la France? Est-ce que vous avez réuni tout ce qui concerne la politique? Moi, comme je vous dis, j'ai traversé, j'ai été de l'intérieur, j'ai vécu la guerre du Vietnam, la guerre de la révolution culturelle en Chine. C'est la guerre des 6 jours. Tout. À part la révolution portugaise, que là, c'est pas du tout vécu, tout le reste, y compris également le retour de Gaulle, mai 68, bon, tout vécu, j'ai couvert ça. Donc évidemment, je raconte de l'intérieur tout ça. Mais évidemment, une vie, c'est pas simplement la politique et les grands événements. Et quelquefois, les trucs les plus extraordinaires ne sont pas forcément liés. Sont aussi de la vie, quoi. Alors d'abord, il y a des choses qui sont... J'ai passé 3 jours, par exemple, chez Sœur Teresa à Calcutta, dans le centre où elle récoltait les lépreux. C'est pas lié à la politique, mais c'est inoubliable, inouï. Pour moi, il y a une chose qui m'obsède. Je me souviendrai, j'étais dans cette pièce-là, et ça m'obsède en plus que c'était vraiment la sanctification. C'était des saintes qui faisaient un dévouement inouï, et ça servait à rien. C'est quelque chose qui m'a bouleversé, cette idée. Parce qu'on prenait des gens qui allaient mourir et qui mouraient. Qu'est-ce qui se passait? Rien. Mais en même temps, c'est merveilleux. C'était inouï et ça servait à rien. Et je me souviendrai toujours, une fois, une des bonnes sœurs, elle appelle une dame qu'elle tournait, elle l'appelle, elle se retourne. Elle avait un visage lisse comme un œuf qu'avec des trous. Et ça m'a obsédé, cette image. Ce village lisse qu'avec des trous. Mais voilà, mais cela dit, la vie, je vais vous raconter simplement, rapidement, 2 petites anecdotes pour vous montrer. Parce qu'après, on va forcément parler de grands événements de politique. J'ai pris peu de vacances pendant toutes ces périodes, mais enfin, j'en ai pris quand même de temps en temps. Une fois, j'étais avec mon époux, j'étais en vacances, quelque part, du Club Méditerranée. Je ne sais pas si des gens, sans doute, ont dû aller au Club Méditerranée. Alors, vous savez, il y avait des colliers, machin. On était au bar avant le déjeuner. On était au bar. Il y avait des gens, il y avait une sympathique américaine qui était là et tout. Et on attendait pour déjeuner, on prenait... Et avant le déjeuner... il y avait le mari de cette dame, un Américain du genre costaud, poilu, vous voyez, un macho, viril. un grand viril. Alors, il avait été faire une dernière brasse, puis il monte sur la plage, dégoulinant, il pousse le cri de Tarzan, puis paf, il tombe. Alors les responsables du Club Méditerranée, ils arrivent, vite, parce qu'il faut pas, on est en vacances quand même, faut vite cacher qu'il y a un type. Ah oui. Donc, il ne faut pas que les gens le voient. Bah non. Alors il l'emmène dans sa chambre, dans sa case. Ils font la respiration artificielle, ils mettent un miroir sur la bouche. Voilà. Ils appellent le médecin arrive. Bon, au bout d'une demi-heure, etc. Le médecin il dit écoutez, c'est trop tard, c'est pas la peine, il est mort. Bon, bah, il fallait prévenir la femme, sa femme. Donc, ils étaient 4, 5, ils arrivent à petits pas. Madame, on a une information pour vous, excusez-moi. Écoutez, madame, même chose, soyez courageuse. Votre mari, il est arrivé quelque chose. Quoi? L'accident, quoi? Il est mort. Là, on est pétrifié.
Et tout à coup, la femme, champagne pour tout le monde. Alors on était beaucoup plus pétrifiés encore. Et ce salopard, enfin débarrassé, après tout ce qu'il m'a fait subir. Ah, quel bon moment. Ah, c'est formidable, cette crapule. Sauf qu'il y a un problème. C'est qu'il y avait un type qui était resté tout seul dans la chambre, à la case, et qui continuait à lui faire la respiration artificielle. Nerveusement, dans le noir. Puis tout à coup, tellement nerveusement qu'il lui casse 2 côtes, il entend crac, crac, 2 côtes. Sauf qu'après crac, il entend ouille. Et les morts qui disent ouille sont très peu fréquents. Alors il va voir le médecin, il dit, il a dit ouille, bon, il fait mal. Médecin, et au bout de, ah ben écoutez, il n'est pas mort. Et alors, de nouveau, la délégation, les mêmes. Toujours à petits pas, toujours. Alors voir la dame, et même chose avec la même prudence. Madame, on a une information pour vous. Alors ils n'osent pas dire, soyez courageux. Mais à mon avis, il y avait cette idée-là. Votre mari, quoi, il n'est pas mort. Alors là, elle s'est mise à, mais qu'est-ce que je vous ai demandé? De quoi vous occupez? Vous ne pouvez pas vous occuper de vos affaires? C'est horrible. C'était épouvantable. Bon. Donc ça, écoutez, c'est vrai que ça, dans une mémoire, ça marque autant que des événements que je pourrais raconter sur la guerre d'Indochine, d'Algérie, etc. C'est vrai que vous devriez faire des sketchs. Le deuxième truc, c'est marrant. Vous devriez faire des sketchs. Hein, comment? Vous devriez faire des sketchs. Hein, parce que... Et le deuxième truc, c'est extraordinaire parce que c'est pratiquement la même histoire. Enfin, pas tout à fait. C'est que j'avais été également en vacances sur la mer Rouge. Alors, c'était un endroit incroyable parce qu'il y avait des mines tout autour. Enfin, bref. Et c'était Noël, le réveillon de Noël. Et il y avait un type qui avait également été faire sa petite natation avant le réveillon de Noël. Et ils avaient mis des éclairages tout autour. Et il y avait un château d'eau. Et ils avaient attaché un phare au château d'eau. Le type, il va se laver les mains pour venir au réveillon. Ça fait court-circuit, paf, il tombe. Vraiment pas de peau. Moi, j'attire quand même. Là. Et alors, mais on est le 25 décembre, attends. C'est encore pire que de la première fois. On va pas un cadavre le 25 décembre. Donc vite, ils le cachent, machin, et ils le mettent dans le grand frigidaire de la cuisine. Très bien. Et donc, on commence le réveillon. Naturellement, il y avait une dinde. Alors, je ne vous dis pas déjà l'estomac quand il y avait la dinde. Et il y a un moment, il y a un type, je ne sais pas pourquoi, il va dans la cuisine pour demander du râpe de sel ou je ne sais pas quoi. Et il voit quelqu'un qui ouvre et il voit le cadavre dans le frigidaire. Donc, il revient. On le voit un peu. Il était à sa table. Il dit, vous savez, il y a un cadavre dans le frigidaire. Tout à coup, on dit, faut pas le dire. Bah, tu parles. Il y a un cadavre dans le frigidaire. Donc, à côté, dites-moi, vous savez pas, faut pas le dire. Il y a un cadavre dans le frigidaire. Au bout de 5 minutes, vous savez qu'il y a des cadavres dans le frigidaire. Et puis, peu à peu, il y a plein de cadavres dans le frigidaire. Et ça circulait, mais c'était incroyable. Pratiquement, il y avait eu un génocide. et tous les morts étaient dans le frigidaire. Mais... Bon, déjà, c'est un truc qui te frappe. Mais le plus incroyable, c'est que vous pourriez me demander, et après, comment ça finit cette histoire? Ben, le problème, c'est que j'en sais rien. Parce que c'est aussi ça, la mémoire. C'est que ma mémoire, qui est très nette sur tout ce que je viens de vous dire, elle s'arrête là, et j'ai totalement oublié comment cette histoire se termine. Je ne sais pas comment ça finit, mais je me souviens de ce côté, c'est comme dans le truc de Rossini, la circulation, que peu à peu de table en table. La rumeur. Je n'ai pas la rumeur, c'était quelque chose d'inouï. Donc voilà, c'est aussi une vie. Racontez-nous, alors on a dit que vous aviez fait beaucoup de rédactions et que vous êtes arrivé... juste quelques lignes, là. Licencié de l'Express, écarté d'Europe 1, auto-dégagé de la direction des nouvelles littéraires, auto-débranché de celle du Matin de Paris, démissionnaire d'Antenne 2, comme je l'avais été de Paris Presse, par rejet ici d'une conformité à droite et là d'un conformisme de gauche, j'en avais conclu qu'il fallait ouvrir un espace de refuge aux cervelles non hémiplégiques. Autrement dit, offrir une possibilité de s'émanciper des binarismes d'enfermement,
non pas s'ancrer au milieu, mais conquérir la possibilité d'explorer des ailleurs, opposer une radicalité de la différence à la seule différence des radicalités. Vous êtes en train de nous dire, c'est un pays de presse libre, la France. La presse est libre. Donc, comment se fait-il que vous ayez pu établir ce constat-là? C'est-à-dire que dans une presse libre, avec des journalistes libres, vous ayez traversé l'expérience d'endroits où on n'était pas libre de dire ce... Non, c'est pas libre. Alors, d'abord, je vais commencer pour vous répondre pour parler de maintenant. Pour parler d'aujourd'hui. Oui. Vous allez voir pourquoi. Depuis 3 ans, je suis extrêmement inquiet. Je sens monter une espèce d'emprise des radicalités à droite et à gauche, terrible, qui a comme conséquence, qui va avoir, je craignais comme conséquence, d'abord, une quasi-éradication de la gauche républicaine, et il faut une gauche républicaine, et une explosion de la droite républicaine, et il faut une droite républicaine. Et une poussée de l'extrême droite, des extrêmes droites. Et vraiment, ça, bon, j'étais inquiet de ça. Je décide d'envoyer, à 3 reprises, j'envoie... Maintenant, là, donc, on parle oui, là, c'est maintenant. J'envoie 3 tribunes libres au Figaro pour les mettre en garde contre cette radicalisation à la droite qui va tuer la droite. Et je me souviens d'un de ces 3 articles disait « Oui, peut-être, vous le dites, et c'est pas faux, il y a aujourd'hui, on est confronté à quelque chose d'incroyable qui est un fascisme de gauche. Mais que ça ne soit pas un prétexte pour favoriser un stalinisme de droite. » Et de même, j'en fais un autre, j'ai dit, vous réclamez de la République, de la laïcité, de tout ça. Des valeurs de gauche. Non, vous, la droite. Ah, la droite. Vous réclamez à l'époque de la laïcité, de la République, etc. Sauf que vous avez chez vous, vous faites la publicité d'un type que je connais bien parce que je l'ai eu comme chroniqueur. Je l'ai eu comme chroniqueur à Marianne, qui est Éric Zemmour, oui, qui ne cache pas dans ses ouvrages qu'il est contre la République, contre la laïcité, contre la démocratie. C'est un problème. Bref, les 3 fois mis, on ne peut pas passer ça. Vous n'avez pas tort, mais on ne peut pas passer ça. Ah non, on ne peut pas passer ça. Aucun des papiers ne passe. Aucun. Il me dit, on ne peut pas le passer. Alors que sans arrêt, pour un oui ou pour un non, il me demandait d'articles. J'envoie 3 chroniques au Monde. Les mêmes? Ah non, non, pour leur dire, c'est bien gentil, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe à gauche, où vous avez une gauche qui est en train de pratiquer un racisme à l'envers. Cette mouvance islamo-gauchiste qui fait des dégâts terribles, qui enfin, montrer un peu toute cette évolution. Et au lieu de tirer un signal d'alarme, de dire attention, oui, on va avoir une extrême droite à 30%, 29%, si on continue à avoir cette caricature incroyable que faites votre boulot, c'est à vous de mettre en garde contre ça. Ah, on ne peut pas passer ça. Les 3, on ne peut pas passer. Quelle est la raison on ne peut pas, parce que ça... Pourquoi je vous raconte ça? Et j'ajoute que je ne pouvais plus non plus, mais c'est une autre histoire, m'exprimer dans le journal que j'avais créé. Pourquoi je vous explique ça? Maintenant, c'est trop tard. J'ai un âge qui fait que je constate qu'aujourd'hui, il y a une emprise de radicalité à droite et à gauche qui fait qu'il y a une difficulté si on ne participe pas de l'une ou de l'autre. Vous n'imaginez pas la possibilité de s'exprimer, la difficulté de s'exprimer. C'est terrible. Bon, ben, j'y peux rien. J'ai 84 ans presque. Mais il se trouve qu'en 83... après la victoire de la gauche, on a connu quelque chose, c'était moins radical, mais une gauche triomphante, et qui donc, tout à coup, c'était les forces de la lumière qui l'avaient gagné sur les forces de l'ombre, et une droite qui, n'ayant pas digéré cette défaite, se repliait aussi sur une réalité terrible. Et donc, j'avais vécu déjà, c'était moins radical qu'aujourd'hui, j'avais vécu déjà ça, mais là, à ce moment-là, mais on ne peut pas laisser ça. Et pourquoi? Je connais des tas de gens, des milliers de gens, des centaines, milliers de gens qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Là, ils donnent raison à la gauche, là, ils donnent à la droite, là, ils dépassent, ils voudraient qu'on invente autre chose, je ne sais pas. Et puis qui, de toute façon, même s'ils sont totalement de gauche, complètement de droite, ils lisent un journal pour dire ce qui se passe.
Pour savoir ce que pensent les autres aussi. J'avais dirigé un journal qui s'appelait Le Matin. C'est un journal de gauche. Le Il y Matin de avait Paris. des élections municipales, vous savez, très proche du PS. Il y a une élection municipale, 84, non, je ne sais plus, 83, élection municipale. Je fais l'éditorial. J'ai dit, bon, c'est un journal de gauche, vous devez voter au municipal, vous allez voter pour la gauche. Bon. Mais, si vous avez un maire de droite qui est très bon, il n'y a aucune raison de le battre. Et si vous avez un maire de gauche qui est extrêmement mauvais, il n'y a quand même aucune raison de le réélire. Uniquement sur le fondement qu'il C'est soit... passé puisque j'étais le patron du journal, donc il n'y avait pas de problème. Mais en revanche, il y a une délégation des journalistes qui sont venus me voir, dire mais vous pouvez, c'est pas possible que vous écriviez ça. On est un journal de gauche. Et j'avais vécu l'inverse au quotidien de Paris. Bon, et donc j'ai dit c'est pas possible. Il faut que j'écris, faut faire un journal où on peut se libérer de ça. Mais pas un petit journal, un journal important de centaines de milliers de lecteurs, aussi important que l'Express, que Le Point. Oui, mais j'ai pas d'argent, moi. J'ai rien. Non seulement j'ai absolument pas aucun argent, mais je connais personne qui en a. J'ai aucun ami banquier, industriel, rien. Sur le moment, je me dis non, c'est de la folie. Pourquoi je dis ça? Puis j'ai dit mais faut le faire. C'est pas, ça fait rien. Et alors là, j'ai un moment de folie. Je prends mon téléphone, j'appelle l'agence France Presse et je leur dis j'ai une information pour vous. Je vais sortir en septembre un journal, un grand journal, évidemment. Je raccroche, j'ai rien, mais je dis, puisque je l'ai annoncé, je dois le faire. Et donc, ce que je raconte, c'est comment j'ai fini par le faire. Et en plus, je l'ai refait une deuxième fois. Mais c'était fou. Je crois que vous l'avez lu, je pense. C'est inimaginable. Inimaginable comme histoire. Parce que tout par exemple, il se trouve qu'à un moment, j'ai dit, mais j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai eu l'idée de le faire par souscription populaire. C'était la première fois qu'on demande à des gens d'être actionnaires du journal. On n'a pas Rothschild, on n'a pas Hachette, on n'a pas... Mais on a 30 000 actionnaires qui ont mis quelque chose. Très bien. Mais c'est de l'appel à l'impact public. Il faut donc que cet argent, on l'emmène à une banque. Il faut que la banque centralise et demande l'argent, prenne l'argent des actionnaires. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne demande pas de l'argent à une banque. C'est moi qui lui apporte. Comment je pouvais penser que c'était un problème de donner de l'argent à une banque? Mais aucune n'a accepté. Alors qu'elle donnait des milliards à Dassault ou à Hersant surtout, alors qu'il était déjà endetté de milliards, moi je leur demandais de leur apporter l'argent. Oh, mais c'est quoi votre système actionnariat populaire? C'est de l'autogestion, je ne sais pas c'est quoi. Et puis en plus vous dites un journal, comment vous dites indépendant, c'est... j'ai eu beaucoup de mal. Et finalement j'ai trouvé. Mais on ne peut pas imaginer que je ne trouvais pas de banque pour accepter l'argent que je leur apportais. Et je pourrais... le papier, quand j'ai voulu acheter le papier pour faire le journal au début, m'a dit, bon, votre journal, alors il y a qui dans le capital? Alors il y a Rothschild, il y a Hachette, il y a... Ah non, il y a 30 000 actions. Ah ben non. Non, c'est pas sérieux votre truc, on peut pas vous vendre du papier. Tout était comme ça, vous n'imaginez pas ce que ça a été. Et après, ça a recommencé avec ça veut dire alors qu'en France, et donc je raconte ça parce que ça dit tout sur le... Voilà, mais on l'a fait. Et je trouve que le fait qu'on l'ait fait 2 fois, voilà, je trouve ça extraordinaire. Et on l'a fait, on l'a dit, parce que ce qu'on a dit, on a dit un certain... On n'a pas eu raison tout le temps, hein. Bien sûr, il est arrivé qu'on se trompe, je le reconnais. Mais... Et là, les gens qui liront pourront en juger. Hein. Mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses qui, si on nous avait écoutés, je pense, ça aurait été bien. Mais c'est assez terrible ce que vous dites. Ça veut dire que le terme de presse libre et indépendante ne correspond pas à la réalité? Non, on ne peut pas dire ça. D'abord, je l'ai fait. Donc, de toute façon, on a réussi à le faire. Tant pis, je n'ai pas dit que la presse n'était pas libre et indépendante. Il y a des journaux qui sont tout à fait libres et indépendants. Mais dans des périodes données, c'était la période après 81 ou aujourd'hui, il arrive d'abord qu'il y ait cette emprise que je vous dis de radicalité, etc. Et puis, mais moi, ça ne me choque pas. D'une certaine manière, ça ne me choque pas que du moment que ça ne soit pas caricatural, qu'un journal plutôt de gauche et qui, Nathan, donne plutôt la priorité à une vision de gauche, et un journal plutôt de droite qui donne la priorité à une vision de droite, ça fait partie du pluralisme. Il faut ça, c'est nécessaire. Mais
d'abord, à condition que ça n'aille pas contre la reconnaissance du réel, que ça joue sur l'analyse du réel, mais pas sur la reconnaissance du réel, et puis surtout qu'il y en ait d'autres. S'il n'y a plus d'autres, s'il n'y a plus de possibilités de nuances, de situations intermédiaires, et si comme aujourd'hui, il n'y a que les versions les plus hard des deux positions, c'est là où ça pose un problème. Cela dit, dans toutes ces pages, il y a des moments où vous dites que lorsqu'on a une opinion qui diffère assez profondément, on va dire quand même, qui diffère de l'opinion générale, il est assez difficile de trouver un passage pour le faire passer. C'est pour ça. Alors il faut dire aussi, moi le premier éditorial que j'ai fait quand j'ai créé l'événement du jeudi, quand il est sorti, j'ai dit, ce journal, il faut que vous preniez bien conscience, surtout que c'est grâce à vous qu'on l'a créé, c'est vous les actionnaires, 30 000 d'entre vous et actionnaires, vous avez créé un journal pour lui donner la possibilité de vous déplaire. De vous déplaire. Ouais. Parce que si vous l'avez créé que pour que vous soyez toujours d'accord, pour que ça vous fasse toujours plaisir et que ça toujours dans votre sens, c'est le contraire de ce qu'on veut faire. Est-ce que vous acceptez pour sa liberté de créer le risque que ça vous déplaise? J'ai eu aucune réaction négative, donc ça a été accepté. Mais c'est ça la vérité. Parce que là, on parle toujours de la censure. La censure de l'argent, la censure du capital, la censure, etc. Mais une des pires censures, c'est celle de l'électorat. Hein. De l'électorat qui ne veut pas qu'on les dérange. Qui veut ça. Aujourd'hui, c'est très frappant. Il suffit de voir les sites internet de certains nombres de journaux ou les réseaux sociaux. Ils veulent qu'on dise ça, ce qu'ils ont envie de lire, pas autre chose. Ça n'a jamais atteint ce stade. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand vous avez des journaux qui ont des sites très importants, avec beaucoup d'internautes, et qui donnent un sondage qui ne va pas dans le sens de l'opinion générale, de ce que souhaite le lecteur. D'abord, ils disent qu'il est truqué, alors que quand ça va dans leur sens, il n'est pas truqué. Mais surtout, ils disent, et ça c'est terrible, parce que ça c'est une spécificité française. Ils disent c'est normal, les Français sont des veaux, ou les Français sont des rats, ou les Français sont des moutons. C'est-à-dire qu'il y a un auteur britannique qui a écrit un livre qui s'appelle Les Passions françaises. Il dit la France est un pays où il y a du chauvinisme. Le mot chauvin vient de la France. Oui, on est chauvin. Mais c'est le seul pays qui a une capacité à se haïr soi-même autant. C'est le seul pays où on peut dire, sur des réseaux sociaux à ce point, les Français sont des veaux. Soi-disant, c'est De Gaulle qui l'a dit, ce qui n'est pas vrai. Il a tout montré qu'il ne pensait pas ça, au contraire, le contraire. Mais j'ai interrogé des confrères allemands, italiens. J'ai dit, est-ce qu'on peut, chez vous, avoir sur Internet des tas de messages, les Allemands sont des veaux, les Italiens sont des veaux? Ben non, c'est inconcevable chez nous. Oui, ailleurs. Chez nous. Le nombre de livres qu'on a écrits en France et qu'il faut écrire chaque année pour dire qu'on est nul, qu'on est les derniers des derniers, mais c'est incroyable. À quoi vous Regardez, quand je vais vous prendre deux exemples. Quand l'acteur qui aime beaucoup Poutine, Depardieu. Quand Depardieu a décidé de prendre la nationalité russe, et qu'il a dit Poutine c'est formidable, la Russie c'est formidable, il a dit parce que je veux plus être la France c'est un pays de merde, c'est un pays nul. Le nombre de messages sur Internet, enfin quelqu'un qui dit la vérité, il a raison, bravo, il faut le dire, excellent. Quand le patron de Goodyear a expliqué qu'il n'allait pas reprendre l'usine Goodyear, il dit parce que les ouvriers c'est des alcooliques paresseux, lamentables. Le nombre de tweets, il a raison, lui il le dit, c'est vrai, tous nos ouvriers sont des poivreaux paresseux. C'est inconcevable. On est capable de chauvinisme et de grandeur, mais c'est vrai qu'on a cette spécificité. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en sais rien, c'est comme ça. Et de quoi ça vient? Et alors, ça donne des résultats qui ne sont pas que caricaturales. On a en France un des plus grands musiciens qui est peut-être mondial, summum de la musique, qui est Berlioz. Mais Berlioz a été pendant un siècle totalement inconnu. Il fallait qu'il aille en Russie, en Allemagne pour se faire applaudir. Il était français, donc on ne pouvait pas admirer un Français, ne pouvait pas être un grand musicien. Il y a eu ça quand même très longtemps. Et à quoi c'est dû, ça?
c'est quelque chose un peu, c'est une des spécificités. Les autres ont des spécificités également redoutables. Hein. Oui. Et c'est pas, voilà, mais ça a toujours été quelque chose chez nous. Zemmour, il a fait un livre qui s'appelle Le Destin français. C'est extraordinaire parce qu'il raconte dans ce livre, il dit voilà, on avait une occasion de se remettre, parce que l'idée quand même, c'est que depuis 89, on coule. Depuis 1789, la France coule. Donc, il y a eu quelques moments où on aurait pu se rattraper. Et alors, c'est extraordinaire parce qu'il dit, par exemple, sous Napoléon, mais il aimait trop la paix. Quand même extraordinaire. Hein. Et c'est original. Et sous Robespierre, mais il était trop mou. C'était pas forcément l'idée qu'on se fait de Robespierre. Et là, donc il dit, il y a une possibilité. Il y avait une possibilité, c'était en 1871, si on avait rétabli la monarchie. Il y avait une majorité de députés monarchistes, donc il y avait une possibilité. Si on avait rétabli la monarchie. Henri V. Oui, c'est Henri V. Ça aurait été Henri V. Oui. Et dans les livres d'histoire, on explique que ça n'a pas marché parce que le prétendant ne voulait plus du drapeau tricolore, voulait du drapeau blanc. Et il dit, oui, mais moi je sais que ce n'est pas la vraie raison. Et il dit, la vraie raison, c'est qu'il savait que la France n'était plus sauvable, n'était plus réparable. Il écrit ça. Bon. Et c'est intéressant parce qu'en effet, entre 1871 et 1910, vous n'imaginez pas le nombre de livres qu'on a écrits sur le fait on coule, ça va de plus en plus mal, la France c'est un pays de merde, etc. Or, c'est la plus grande période peut-être de l'histoire française. Vous imaginez ce que ça a été en peinture, ce que ça a été en musique, ce que ça a été en littérature, ce que ça a été en sciences, et qu'en plus on avait perdu la guerre de 70, mais on a gagné celle de 14. Eh bien même cette période inouïe, plus extraordinaire le grand siècle, on a écrit chaque année des dizaines et des dizaines de livres pour dire qu'on était de pire en pire. Mais c'est un peu... En même temps, on peut dire aussi que c'est formidable. C'est qu'on ne peut pas nous reprocher d'être trop admiratifs de nous-mêmes. Ça, c'est un esprit critique. Mais c'est vrai que c'est un esprit critique qui est quelquefois poussé jusqu'à la paranoïa. Mais quand vous avez créé ces deux hebdomadaires, ils ont eu du succès. Ils ont eu du succès. Ah bah ils ont eu du succès. On a été les meilleurs, on a été les premiers en vente au numéro. Mais je me souviens très bien. Ah oui. Donc pourquoi maintenant vous ne pouvez plus écrire dans le Figaro ? Ah non, mais là... Pourquoi on vous refuse ? Mais à l'époque, on m'aurait peut-être refusé aussi. Je trouve que c'était les journaux que j'avais créés. Alors je pouvais écrire... Dans un journal que j'avais créé, je pouvais écrire ce que je voulais. Non, je comprends bien. Mais comment se fait-il qu'on refuse à quelqu'un qui a créé des journaux en France, qui a connu un grand succès, au point que les ventes à un moment de Marianne étaient plus élevées que les autres, comment on peut lui refuser le droit d'exprimer dans son journal qui n'est plus le sien ? Il refuse pas parce que c'est moi. Il serait très content que je renvoie des articles sur beaucoup de choses. C'est compte tenu... D'abord, il y avait un aspect critique sur eux-mêmes. Voilà. Je dirais, vous jouez au con, si vous continuez à encourager cette radicalisation, ça va retomber dans la gueule. Et au Monde, je disais, vous jouez au con si vous continuez à soutenir cette espèce de folie. Bon, donc il y avait ce côté-là. C'était ça, ce que vous dites là, on ne peut pas le dire. Mais ça ne voulait pas dire que sur d'autres sujets, je pouvais très bien... Je dois aussi dire une chose, c'est qu'il y a quand même un journal qui est dans les deux cas à publier, c'est Le Point. Et l'article du Monde, un des articles du Monde où je dis si vous jouez au con, on va avoir une extrême droite à 30%. Je commençais l'article en disant mais vous entendez ce qu'on dit autour de vous ? Vous écoutez ce qu'on dit autour de vous ? Mais écoutez, ma grand-mère disait mon petit, il faut sortir. Bah écoutez, sortez un peu. Regardez, écoutez, voyez. C'est inconcevable. Et posez-vous des questions. Pourquoi ? Et quelle est votre responsabilité ? Bon. Le Point l'a passé, en disant que Le Monde n'est pas passé. J'ai reçu des centaines de lettres de gens, mais vous avez raison, mais il faut le dire, mais c'est inconcevable, il faut le dire. Et c'était des lecteurs du Monde. C'était des lecteurs du Monde. C'est pour ça que je vous posais la question. Qui ne comprenaient pas pourquoi Le Monde avait refusé de passer ça. Que pensez-vous de la manière dont les dernières semaines ont été une pré-campagne, on va dire, parce que tous les candidats n'étaient pas présentés. Qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère actuelle, vous qui avez connu les atmosphères avant toutes les élections dans le monde entier depuis 50 ans ou 60 ans ? Ce qui se passe en ce moment, de l'atmosphère politique qui règne en France.
Ouais, d'abord, ça change. C'est compliqué parce que ça change de semaine à l'autre et que là, on a une situation tout à fait particulière par rapport à la guerre. Mais on vit la politique en général. Et alors, une élection, n'en parlons pas. On n'est pas le seul. Hein. Les États-Unis sont devenus ça. Mais en Europe, on est un des rares comme ça. On vit la politique non pas comme une concurrence idéologique, politique, mais comme une guerre civile froide. C'est une guerre civile froide. Donc, il y a une espèce là aussi, de radicalité dans le propos, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on le croit, ça veut pas dire qu'on est convaincu. Ça veut dire que c'est comme ça, c'est une guerre. Donc, l'adversaire, il est horrible, totalement horrible. Et il ne fait que des choses horribles. Mais je vous prends un exemple. Je pense que une des candidates, c'était une des candidates, Valérie Pécresse. Elle avait des chances. Elle avait des chances. Elle avait un positionnement qui pour elle, je pense que les Macroniens ont eu la trouille à un moment. Alors, c'est possible. Et elle s'enfermait dans le système. Mais c'est le système qui veut ça. Et ça m'a frappé. Pourquoi ? Parce que elle a dit ce que disent tous, ce que la gauche a dit contre Sarkozy, ce que la droite a dit contre Jospin ou Mitterrand. En gros, nous avons un pouvoir catastrophique qui fait une politique catastrophique dont tous les résultats sont catastrophiques. Ils ont tous dit ça. D'un camp à l'autre, évidemment. Voilà. Pareil. Et inversement. Alors que c'est jamais vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un pouvoir qui ne prend que des mesures catastrophiques, qui a des résultats catastrophiques. Jamais. Même Hitler a fait des autoroutes. Même Staline a fait progresser l'industrialisation de son pays. Même Mussolini a séché les marais pontins. Ça n'existe pas. Bon, mais c'est le système. Alors, donc c'est banal. Mais là, on s'est trouvé dans une situation étrange. C'est quand Pécresse le dit, elle ne le pense pas, mais quand elle le dit, parce qu'il faut dire ça, c'est ça. Ce gouvernement catastrophique, qui prend des mesures, qui fait une politique catastrophique dont tous les résultats sont catastrophiques, le Premier ministre vient de chez elle, LR, l'ancien Premier ministre venait de LR, le ministre de l'économie est LR, le ministre de l'Intérieur est LR, le ministre de la Culture est LR, le ministre de l'Éducation est LR, le ministre... Et donc, c'est une façon de dire, vous avez un gouvernement formé de gens qui viennent de chez moi, qui sont mes amis, mais il fait une politique catastrophique, qui n'a que des résultats catastrophiques, et vous pouvez pas la majorité ne peuvent pas l'entendre comme ça. Dire, mais alors, vous reconnaissez que votre parti n'était compensé que de nuls qui font des choses catastrophiques. C'est impossible, ça devient. Là, on vient bien à ce niveau. Avant, quand c'est gauche-droite, bon, que c'est un substrat idéologique, oui. Mais notre système institutionnel veut ça. Et c'est le fait qu'on ait les élections majoritaires qui fait ça. En Allemagne, alors en Allemagne par exemple, ils viennent d'avoir des élections. Le type qui a gagné est un social-démocrate. Schulz. Mais le social-démocrate ne peut pas faire campagne sur le thème le gouvernement de droite de Mme Merkel, c'est nul, catastrophique, il a fait des choses catastrophiques, vu qu'il en faisait partie. Dans presque tous les pays, ils ont été ensemble au gouvernement avant de... Ah oui, c'est le gouvernement de coalition depuis... Et donc ils peuvent pas à ce point dire l'autre, c'est l'horreur absolue, puisque 15 jours avant, ils étaient ensemble. Mais nous, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis aussi, il faut le dire, avec Trump. Il y a cette tradition, je vous dis, d'un côté comme de l'autre, de vivre la politique comme une guerre civile froide. Est-ce que ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi en France, entre l'isolement imposé pour la première fois depuis que le monde existe dans le monde entier pendant plusieurs mois, et donc chez nous en France, avec des conséquences que ça a, est-ce que la guerre dont on reparle maintenant, alors que je crois que personne, nulle part, pensait qu'une guerre en Europe était imaginable de son vivant, est-ce que tout ça, ça va transformer en France, à votre avis, la manière de voir les choses, de concevoir le monde, sa vie, les partis? Est-ce que... À quoi va ressembler la politique maintenant après ces transformations que personne ne pouvait imaginer il y a 3 ans?
C'est un ensemble, parce Oui. que y a eu le Covid, Oui. il y a cette guerre, il y a les conséquences qu'il va y avoir. Bien sûr. Les sanctions. Je ne sais pas si les sanctions vont être aussi... Les conséquences vont être aussi, comment dirais-je, décourageantes pour Poutine qu'on l'espère en Russie. Mais je sais qu'elles vont avoir des répercussions en France très lourdes. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Alors, et en plus, il y a la politique. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les choses évoluent, mais telles que les choses évoluent, il est probable qu'après les élections, on ait une gauche, une grande partie, d'abord la gauche social-démocrate, celle qui a gouverné. Celle qui a gouverné quand même. Ou écologiste va se retrouver quasiment comme ayant disparu. La gauche tout entière sera à 24%. Jamais c'est arrivé sous la République. Jamais. Et donc, il va bien y avoir une obligation de recomposition totale, radicale. Et la droite républicaine va exploser. Certains vont aller vers Zemmour, d'autres vont se rallier à Macron, c'est ce qui se passe. Donc, il va y avoir une recomposition absolument générale. Est-ce que c'est une recomposition utile, intéressante ou au contraire Ça dépend comment il se recompose. On peut pas je pense, là c'est un avis alors personnel, tout à fait personnel, c'est qu'au point où on en est, compte tenu de tout ce que je vous ai dit avant, je dis au point où on en est, hein, il vaut mieux que leur échec soit assez lourd pour que leur recomposition soit totale. Profonde. Parce que je crois, je me suis battu avec des gens pour dire, on ne peut pas tout réduire en France au clivage gauche-droite. Cette gauche-là, cette droite. Espèce de guerre civile, comme je dis. Donc, je pense qu'il était important qu'émergent des forces qui transcendent un peu le clivage gauche-droite. Vous étiez centriste. Mais je pense centriste à un moment, vous. Oui, on peut appeler ça du centrisme, c'est pas du centrisme. Je pense qu'il faut inventer, imaginer, dépasser. C'est exactement comme si vous me disiez, pendant 60 ans en France, 70 ans, le clivage c'était entre orléanistes et légitimistes. À un moment, c'était plus possible. Il fallait inventer quelque chose d'autre. Il y a un moment où il y a un dépassement, on ne peut pas toujours réussir. La preuve, si on réitère toujours, ben voilà le résultat. N'y crois plus. Donc je pense qu'il faut, et je continue à penser qu'il faut un dépassement, une remise en... Mais je pense aussi qu'il faut une droite républicaine et une gauche républicaine. C'est nécessaire. Ou alors vous avez ce qu'on voit. Mais il n'y a pas que la politique. Il va y avoir, il y a même des choses. Déjà, regardez le nombre de gens qui veulent aller à la campagne pour avoir un jardin, avoir un terrain, parce que ils ont vécu le confinement, le premier confinement. Le fait que les immeubles de bureaux ne se vendent plus parce que les gens ont découvert le travail à distance. Enfin, on pourrait multiplier les exemples qui montrent que profondément, il va y avoir, oui, quelque chose, une métamorphose, mais on ne peut pas savoir dans le détail tout ce que ça va provoquer. Alors, à part les États-Unis qui sont un cas à part... Pour la guerre, je vous signale, il y a une répercussion qu'on n'a pas pris conscience. C'est un constat. C'est que tous les gens qui ont encadré et dirigé les Gilets jaunes ou les manifestations anti-vaccins sont poutinistes. Ah bon? Ah, tous. Ils ont pris parti, ils ont pris position, pratiquement défendu. Ouais. Hein? Pour certains, j'ai vu. Mais... Ah non, mais moi j'ai regardé, pratiquement tous. Et même les dirigeants. Même, comment il s'appelle, le type le patriote, là. Florian Philippot. Machin, le type, enfin, pratiquement tous ont. Alors, ils vont pas. Il y a des choses qu'on peut pas dire, mais on voit qu'ils ont une fibre plutôt pro-russe et pro-patriote et pro-Poutine. Bon, à part les États-Unis où il y a 50% d'abstention quasiment aux élections ultimes, je veux dire l'élection du président de la République, du président des États-Unis. Pourquoi en France, c'est le pays où il y a le plus d'abstention en Europe pour une élection aussi? Mais je suis pas sûr qu'il y aura. Je suis pas certain qu'il y aura une abstention massive au présidentiel. C'est possible, hein, mais on le dit, on considère que c'est une donnée, mais moi j'en suis pas absolument certain. Quel effet ça vous a fait, vu tout ce qui se passe en ce moment, qui ressemble à quelque chose que personne n'avait prévu, de revoir, au moment d'écrire les mémoires, de revoir tout ce qui s'est passé dans le monde entier pendant 60 ans? Qu'est-ce que ça laisse? De toute façon, j'ai été
Le premier volume, j'ai dit « Je me retourne sidéré ». J'ai été doublement sidéré. Dans le premier livre, j'étais sidéré parce que je me souvenais plus que j'avais vécu tout ça. Ou plutôt, je me souvenais plus que j'avais tout vécu pratiquement d'intérieur. J'ai dit, merde, c'est incroyable, c'est un hasard. Hein, bon. J'avais fini par l'oublier. Donc j'ai sidéré comment absolument tout. Et le deuxième, j'étais sidéré parce que j'ai dit, mais merde, quelqu'un viendrait me voir en me disant, j'ai pas un sou. Je connais personne qui a de l'argent, mais je veux faire un journal de grand tirage, etc. Je dirais, mon petit, tu laisses tomber, tu abandonnes, n'essaye pas. Je dis, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu oser le faire, essayer de le faire? Et comment ça a marché? Comment j'ai réussi? Ça a été dur, hein. On a traversé des enfers aussi, parce qu'en plus, surtout dans Marianne, on a été boycotté par la publicité. Totalement. Je me souviens. Mon grand moment d'angoisse, c'était Marianne, qui marche. Beaucoup de lecteurs, le premier en vente au numéro, et la pub ne vient pas. Et j'avais tout anticipé sauf ça. Or, c'était un journal bon marché. Du coup, j'ai dû augmenter le prix. Mais on avait une réussite formidable, mais il était menacé. Donc, ça a été très dur, très dur à vivre. Donc, c'est vrai, quand je revis ça, sidéré. Mais vous savez aussi... Un des problèmes, je ne sais pas si tout le monde a cette expérience, c'est qu'il faut revisiter sa mémoire. C'est compliqué, la mémoire. Quand je lis les mémoires d'Alexandre Dumas, ou les mémoires de Chateaubriand, parce que les mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand dit, voilà, je raconte Talleyrand. Et Talleyrand me dit, 4 pages, ce que dit Talleyrand. Mais c'est impossible. 20 ans après, 30 ans après, vous ne pouvez pas reconstituer de mémoire le dialogue, 4 pages. Je dis, c'est pas vrai. Donc c'est de la littérature. Ou bien, j'ai eu un dialogue avec un tel, il me dit, je lui dis, il me dit, je lui dis, surtout Alexandre Dumas, parce qu'en plus, comme c'est un spécialiste du théâtre, bon, c'est formidable, c'est des dialogues excellents, étincelants, mais c'est pas vrai. Et j'ai pas voulu jouer ça. Quand j'avais 15 ans, j'ai participé à un dîner. C'était un mec que j'ai été invité par Jean Edernalier, qui avait le même âge. Il y avait un dîner où il y avait un certain nombre d'écrivains. Il y avait Clara Malraux, il y avait Béatrice Beck, il y avait le mec du nouveau roman, le créateur du nouveau roman, Rob Grillet, et il y avait Albert Camus. À l'époque, je suis devenu assez timide après, mais je n'étais pas timide à l'époque. Et j'étais très préoccupé par un épisode du mythe du Don Juan, où Don Juan assiste à son propre enterrement, enfin. Et j'en parle à Camus, et on a une discussion de plus d'1 heure avec Albert Camus, de plus d'1 heure. Et je ne me souviens pas d'un seul mot. Et je le dis, je n'essaye pas de tricher. Vous vous rendez compte, j'aurais pu dire, je n'ai pas triché. Ou un autre exemple, mais là, il se trouve que on me demande, là j'étais déjà journaliste dans un journal qui s'appelait Paris Presse, on me dit, il y a le roi Hassan II qui vient en France. Et il y a un ami qui me dit, écoute, moi je suis en vacances, il faudrait que tu me remplaces pour l'accompagner au Louvre, dans sa visite du Louvre. Il venait d'être nommé, bon, il est d'accord. Donc j'y vais, j'ai dit d'accord. Donc Hassan II va au Louvre, et on est 4, 3 Marocains et moi, pour l'accompagner. Le Louvre, évidemment, avait été... Il n'y avait personne. Il n'y avait personne, oui, il a été privatisé. Le Louvre n'était que pour nous. On rentre, il y avait un trône pour le roi, il y avait 4 fauteuils pour nous, donc on nous assoit. Mais ça m'intriguait, j'ai dit, mais on est censé visiter un musée. Pourquoi on est assis sur des fauteuils? Et là, j'ai compris qu'on ne visite pas le musée, c'est le musée qui nous visitait. C'est-à-dire qu'on était assis, ils avaient mis les plus beaux tableaux sur des roulettes, et ils roulaient les tableaux devant nous. Et lui était sur son Louvre. Je suis sûr que personne d'entre vous n'a jamais vu le Louvre défilant sur roulette devant lui. Et qui commentait chaque tableau? André Malraux, qui était là, parce qu'il est ministre de la Culture. Donc, vous imaginez, dans un fauteuil, on roule les tableaux devant vous, et c'est Malraux qui commente en direct. Mais c'est pareil. Je me souviens de rien de ce que dit Malraux. Je me souviens de la scène qui est en soi formidable à raconter. Je me souviens de rien de ce qu'a dit Malraux. J'aurais pu inventer parce qu'il a écrit
des livres sur l'art, donc j'aurais pu sans le trahir. Mais bon, ça n'aurait pas été honnête. Moi, je ne me souviens de rien. En revanche, je vois comme si c'était aujourd'hui la tête du roi Hassan II quand il a compris que Malraux n'avait pas sélectionné la Joconde. Lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était de voir la Joconde. Roth, il s'en foutait complètement. Et il n'y avait pas la Joconde. Donc j'ai vu son visage qui se noircissait. Il n'y a pas la Joconde. Mais j'ai même quelque chose de pire. Dans ma mémoire, d'abord, ça ne me concerne pas, mais je vais vous faire un épisode. Quand c'était le 50e anniversaire de la révolution d'octobre en Russie, j'ai fait un reportage en Russie. J'étais à l'époque, c'était Leningrad, maintenant c'est Saint-Pétersbourg. Et j'ai été voir les témoins. Donc c'est en Union soviétique à l'époque. Voilà, l'Union soviétique, qui avait participé de cette révolution d'octobre. Alors d'abord, on ne pouvait pas rencontrer un seul dirigeant bolchevique. Pourquoi ? Hein ? Parce que Staline les avait tous tués. En revanche, tu pouvais très bien voir un libéral, un tsariste. C'est le paradoxe. Il n'y avait aucun problème pour voir un mec qui avait été tsariste, libéral, conservateur. Mais les communistes, tous fusillés par Staline. Mais il y avait des militants de base, qui avaient été ce qu'on appelait les gardes rouges, qui avaient participé à la révolution. Il n'y en a pas un seul qui se souvenait d'avoir même entendu parler du rôle ou d'avoir vu d'un dénommé Trotsky. Or, Trotsky, il était l'organisateur de cette révolution à Saint-Pétersbourg. Il était omniprésent. La propagande avait nettoyé leur mémoire. Totalement nettoyé leur mémoire. Et en 55-56, j'étais en Allemagne, entre parenthèses, je n'ai rencontré que des Allemands qui avaient résisté à Hitler. Il n'y en a pas un seul qui avait voté Hitler, qui avait été pour Hitler. Ils avaient, notre propre mémoire avait complètement occulté le passé. Mémoire. Mais en ce qui me concerne, moi, j'avais un souvenir, j'ai failli l'écrire. C'est en 1944. Je suis dans un immeuble où j'habite, dans le 14e. On avait une voisine. Et j'avais d'autant plus souvenir de cette voisine qu'elle s'appelait Madame Legros et qu'elle était grosse. Donc pour un enfant, voilà. Ouais. Et je suis dans l'ascenseur avec ma mère et Madame Legros. Et Madame Legros avait des hoquets de douleur, comme ça. Et ma mère lui dit, Madame Legros, mais qu'est-ce que vous avez, Madame Legros ? Et au moment de silence, elle dit, ils ont fusillé mon fils ce matin. En 1944, donc. Oui, dans mon souvenir, c'est 1944. Et en effet, son fils faisait partie d'un groupe du lycée Buffon qui avait distribué des tracts anti-allemands, ils avaient participé à une dénoncé par leur proviseur, entre parenthèses, arrêté et fusillé. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'était dans ma mémoire quelque chose de très fort, je la revoyais cette scène. Sauf que, je regarde, ça s'est passé quand, pour être sûr ? Ça s'est passé fin 1943. Fin 1943, je n'étais pas à Paris. Donc je n'ai pas pu vivre réellement cette scène. C'est-à-dire, ma mère me l'ayant raconté plusieurs fois, je l'avais pénétré totalement, et je l'avais vécu, mais en vérité, je l'avais vécu sans la vivre. C'est-à-dire qu'elle m'imprégnait, elle m'envahissait. Et voilà, c'est aussi un exercice qu'il faut faire. J'ajoute une chose, celle-là, alors là, j'ai un témoignage direct, c'est qu'en 48, 47, il y a eu une cérémonie en mémoire des martyrs du lycée Buffon. Eh oui, ils sont montvalériens. Qui faisait le discours ? Le proviseur. Et le monsieur Legros s'est précipité, monté à la tribune et lui a foutu son poing dans la gueule. Ça, quand on est enfant, c'est une scène qui vous frappe. Ça veut dire que les mémoires, dans ces mémoires, vous ne savez pas toujours ce que vous aviez vu de manière... Non, il faut s'interroger, surtout quand on est jeune. Surtout quand on était jeune. J'avais la mémoire, j'ai failli écrire, j'avais la mémoire d'un bombardement en 1944. Ça, c'est vrai, que les Allemands sont venus où j'étais, dans le village où j'étais, la chasse anglaise a exterminé le convoi allemand. Bon, alors je m'en souviens d'autant plus que tous les enfants ensuite sont précipités pour prendre tout ce qu'ils ont pu sur les cadavres, hein, parce que ça fait partie aussi de...
Et donc, dans mes mémoires, on avait mis des fauteuils sur le toit de la maison. Je l'ai toujours vécu comme ça. Mais quand je suis retourné, la maison, elle a un toit comme ça. Donc c'était impossible. On n'avait pas pu mettre des fauteuils sur le toit de la maison. Mais le bombardement, lui, pourquoi j'avais fantasmé le fait qu'on avait des fauteuils J'en sais rien. Donc il y a un examen à faire, en effet, sur le problème de sa mémoire. Je me suis même interrogé sur un truc, figurez-vous. J'ai rencontré, je ne sais pas s'il vous dit quelque chose, le prince Yusupov. Le prince Yusupov, c'est celui qui a assassiné Raspoutine. Il était à Paris, à l'époque à la banlieue, il vivait en banlieue. J'ai été le voir. Alors c'est impressionnant parce qu'il avait 90 ans, il avait des lunettes noires, il vivait dans le noir et te racontait l'assassinat de Raspoutine. Je ne sais pas si vous avez lu le récit de l'assassinat de Raspoutine, mais c'est comme le canard dans une histoire de Robert Lamureau avant. C'est-à-dire le canard est toujours vivant, Raspoutine aussi. C'est-à-dire il lui donne du poison, il est vivant, encore du poison, il est vivant, encore du poison, il est vivant. Des coups de matraque, il est vivant, des coups de couteau, des méchants, enfin bref. Il survit à tout. Et à la fin, quand ils l'ont jeté dans la Neva, il y avait encore des bulles qui sortaient de la Neva, et en fait, il n'était pas mort. Bon, je raconte ça. Et c'était le vivant. Et plus tard, je me suis aperçu qu'en vérité, c'est pas lui qui a tué Raspoutine. Ils étaient 3, et ils avaient un prince de sang avec eux, et c'est le prince de sang qui a vraiment tué Raspoutine, mais un prince de la famille royale, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire, oui. Et donc, ce que racontait Yusupov, mais on peut l'élargir, c'était en vérité les récits c'est-à-dire des récits, c'est-à-dire qu'à force lui-même de le raconter, c'est qu'il ne racontait plus ce qu'il avait vécu, racontait la façon dont il avait raconté, et la première fois déjà, c'était la façon dont il avait raconté, et ensuite, c'est la façon dont il avait raconté, et c'était... on croit que c'est un témoin direct, mais à la fin, peu à peu, ils ont enjolivé, ils ont arrangé, ils ont adapté. J'ai rencontré un type, c'est formidable, j'ai rencontré un type, quand j'étais à Arcueil, à un moment, je m'occupais d'un patronage laïque à Arcueil, et il y avait le maire de Montreuil qui est venu nous voir. J'ai déjeuné avec le maire de Montreuil, et le maire de Montreuil était assis à côté de Jaurès quand Jaurès a été assassiné. Mec, assis à côté quand Jaurès est assassiné. Qui a fait du croissant. Et c'est pareil, il racontait, c'était impressionnant. Mais il racontait quoi? Il racontait les récits, mais comme il était communiste, et que malgré tout, je me suis dit, mais si par hasard, Jaurès, en mourant, avait crié Jésus-Marie, on ne sait jamais, évidemment, il ne le raconterait pas. Il y avait une recomposition en fonction de l'idéologie et de son parti, de ce qu'il racontait. Et donc, on est obligé aussi de tenir compte de ça. C'est toujours reconstitué. Moi, j'ai lu avec passion les deux tomes. Il y en aura un troisième. Et encore une fois, vous êtes le seul... Très bien, hein. Ouais. Non, parce que je veux dire, c'est que c'est précieux parce que personne d'autre n'a... Je peux dire que c'est très bien. Vous savez pourquoi je peux dire que c'est très bien? Je prends comme témoin. Parce qu'il m'arrive dans ce livre de dire j'ai écrit tel livre et c'était nul. C'est vrai. C'est vrai. C'est... Celui qui a écrit que des choses bien n'a jamais écrit. Ben oui, bien sûr. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes quelqu'un, il n'y a pas d'équivalent au vôtre. Et donc, moi, je l'ai vu parce que je suis journaliste de profession, j'ai été dans beaucoup d'endroits où vous avez été, donc ça me rappelle des souvenirs personnels. Mais quand vous écrivez ça, c'est pas pour toucher les souvenirs personnels de ceux qui ont fait le même métier que vous, à un niveau, en ce qui me concerne, qui était inférieur à celui que vous avez exercé, mais enfin, grosso modo, la même activité. Quand on écrit des mémoires, c'est pour intéresser l'ensemble de toutes les personnes qui ont vécu ces périodes-là, ou une partie de ces périodes. Même qui n'ont pas vécu. Ou même qui n'ont pas vécu, mais qui... voilà. Comment vous avez conçu pour que ce soit à destination de ceux-là et pas simplement de ceux qui ont fait le même métier que vous pendant un moment, ou de ceux qui suivent telle ou telle période et qui veulent vérifier 2-3 choses? Moi, j'ai raconté, c'est les mémoires, donc j'ai raconté ce que j'ai vécu. Le fait d'y intégrer, y compris, il y a beaucoup d'anecdotes qui pour moi sont fortes, sont importantes, mais qui n'ont rien à voir avec la vie publique dans tous les domaines. Je me souviens qu'un jour, je suis resté 1 an et demi, j'ai fait une interview pendant, ça a duré 1 heure et demie,
la dame de Nancy là, qui avait tué son amant et qui l'avait découpé en rondelles. Comment? Mais si. Ça me dit rien, moi. Elle était très célèbre, vous vous souvenez pas? Non. Ce cas-là, non, ça me dit pas. Bon, Simone Weber. Ah, Weber, oui, c'est vrai. Ça vous dit rien, Simone Weber? Bon, D'un coup, vous la ressuscitez, là. Bon. Enfin, Simone Weber, donc, elle avait eu deux amants. Oui. Le deuxième a été empoisonné, le premier. Mais enfin, elle a toujours dit qu'elle était innocente. Hein. Et je me souviendrai toujours de ce face-à-face. J'étais face à elle. Parce que je lui dis, mais madame, c'est quand même bizarre parce que en pleine nuit, à 3 heures du matin, à plusieurs reprises, à 4-5 reprises, vous prenez une petite valise, vous sortez dans la nuit, vous revenez avec votre valise, puis vous ressortez avec votre petite valise. Avouez que ça peut se poser des questions quand même. Parce qu'elle avait été en prison, elle a été condamnée, mais elle était sortie de prison. Elle était sortie de prison, oui. Elle me regarde. Enfin, ça vous est jamais arrivé, vous, la nuit, d'être insomniaque et d'avoir envie de faire du déménagement? C'est ça aussi, vous voyez, quand j'ai une autre anecdote qui c'est pas moi, mais figurez-vous que ma femme, un jour, elle est dans le train à Toulouse c'était le Capitole à l'époque. Oui, Capitole, ouais. Avant le TGV. Et c'est le Capitole qui a sauté. Il y a un wagon qui a sauté. Et on sait que celui qui a fait l'attentat, c'était Carlos. Carlos, oui. Et je me retrouve un jour dans une émission de télévision face à l'avocate de Carlos qui s'est mariée avec lui finalement. Elle a fini par marier avec lui. Oui. Et moi, je lui dis, elle défendait en plus. Je lui dis, votre client, là, vous le défendez, etc. Je vous signale quand même, excusez-moi, mais il a failli tuer ma femme. Ah bon? Je raconte. 15 jours après, je reçois une lettre de Carlos qui commençait par « Cher camarade » et qui finissait en me disant « Monsieur, écoutez, j'étais très frappé de ce que vous avez dit, je vous jure, ce n'était pas votre femme que j'en voulais, c'était à Jacques Chirac que j'essayais d'assassiner. » Et ça finissait par « Mes amitiés révolutionnaires ». Tout ça pour vous dire que c'est ça aussi. Ça pourrait vous raconter vous voyez, c'est vrai que ma rencontre avec Che Guevara et les présidents de la République. Mais je me demande des fois si c'est pas les petites choses comme ça qui sont les plus. Oui. Pour le reste, il y a quelques fois, j'y s'intéressera personne. Ça m'arrive de dire. Ça, je le raconte pas parce que ça n'intéresse personne. Il faut aussi tenir compte voilà. Et vous qui avez vu tous les présidents de la République française, il y a quelque chose de continu dans la République française? Il y a quelque chose il y a quelque chose de continu, c'est que c'est la République. Oui. Les présidents, il y a des choses. On a connu plusieurs présidents, plus ou moins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Non, ils sont très différents. Ça n'a rien à voir. Moi, il y a des souvenirs. Mitterrand, par exemple, mon souvenir de Mitterrand, c'est quand il parlait des arbres. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler aussi bien des arbres. Alors simplement, la troisième fois on l'écoutait, ça commençait à faire beaucoup. Mais la première fois, on était extrêmement scotché. D'autant qu'il était élu du Morvan, donc évidemment, il était bien placé. Il connaissait tous, les sèves, les noms, les machins. C'est extrêmement brillant. Pour ce qui est de Pompidou, un jour, j'ai dîné avec lui à l'Élysée. Et là, c'est une chose qui m'a marqué, parce que j'étais en désaccord avec tout ce qu'il disait sur les sujets, et que j'étais ébloui par l'intelligence avec laquelle il les disait. C'est rare d'avoir cette dichotomie. Par exemple, il défendait l'idée que je trouve qui nous a fait beaucoup de mal, à savoir qu'il ne fallait pas adapter la voiture à la ville, mais la ville à la voiture, avec toutes les conséquences que ça a eu. Évidemment, je pense qu'il se trompait profondément, mais il le faisait avec une intelligence, une brillance absolument extraordinaire. Et De Gaulle, il se trouve que j'ai accompagné De Gaulle. Vous étiez contre lui au départ, hein? De Gaulle, vous étiez contre lui, hein? Non, je raconte, j'étais contre lui, j'étais contre, et je ne regrette pas, enfin je regrette. Vous étiez contre... Je ne pouvais pas savoir. J'étais contre les conditions de son retour, oui, bien sûr. Et je disais, ce putsch est un putsch fascisant.
Mais c'est incontestable que le putsch était fascisant. La meilleure preuve, c'est que ceux qui ont fait le putsch ont essayé d'en faire un deuxième pour renverser De Gaulle et ont essayé de l'assassiner. Il n'y a pas une meilleure preuve que c'était un putsch fascisant. Ce que je n'ai pas prévu, mais je ne pouvais pas le prévoir, c'est qu'en vérité De Gaulle les a trompés et que c'est eux qui nous en est débarrassés. Et que c'est ce qui fait qu'il est très grand. Mais moi, je l'ai accompagné à Phnom Penh. C'est quelque chose qu'il faut avoir vécu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était au Cambodge, le capitaine du Cambodge. Il a fait un grand discours là, et il était. Faut voir c'est la fin de la 4e République. C'est un discours célèbre. Il faut voir dans quel état 4 ans avant était la France. On était montré du doigt, on n'avait plus aucune importance diplomatique, personne nous écoutait. Enfin bref, on était ruinés. Bon. 4 ans après, il va. Et là, dans ce petit stade du haut de la tribune. Il parle au monde. C'était la guerre du Vietnam américaine. Il faisait le son aux Américains. Il parle par-dessus les rois, par-dessus les empereurs, par-dessus les présidents. On voyait qu'il parlait par-dessus. C'était presque physique qu'il parlait par-dessus. Et on voyait que cette parole-là, elle allait toucher les peuples, par-dessus les dirigeants. Et qu'ils allaient frémir en l'écoutant. Et après avoir vécu la déchéance qu'on avait vécue, mais j'étais incroyablement fier d'être français en écoutant ça, en vivant ça. Voilà, on ne peut pas comparer ça et d'autres... Oui, d'autres présidents. Voilà, écoutez, pour tous ceux et celles qui ont été lecteurs de Marianne, tous ceux qui ont envie de revivre les 60 dernières années dans les moindres détails en accédant à des informations que l'on n'a pas toujours retenues ou lues à l'époque. Pour tous ceux qui veulent se faire une idée sur la manière dont les choses ont bougé, c'est vraiment passionnant de lire Jean-François Kahn. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vraiment. Merci.